Avec l'invité du jour, nous allons parler de la RDC après le gouvernement, le président du Sénat visé par une motion de censure. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire législative. L'opposition peut-elle tirer son épingle du jeu? Et puis la Russie après l'empoisonnement, 2 ans d'emprisonnement pour l'opposant au régime de Moscou, Navalny. Et nous recevons donc Maître Éric Emmanuel Sosa. Il est avocat au barreau du Togo. Maître, merci d'avoir accepté l'invitation de New World TV. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Nous allons donc commencer par la RDC en République démocratique du Congo. Donc, après les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est au tour du président du Sénat d'être dans la tourmente. Alexis Tamboué Mwamba, un proche de l'ancien président Joseph Kabila, est soupçonné par le parquet près de la Cour de cassation de détournement de deniers publics. Il a demandé au bureau du Sénat l'autorisation d'instruction. Maître Éric Emmanuel Sosa, au prime abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui occasionne sans cesse ces soubresauts dans la vie politique de la République démocratique du Congo ces derniers temps? Bien, écoutez, le régime actuel était arrivé avec une hypothèque. C'est l'hypothèque qui est imposée par le régime sortant. Alors, il faut quand même se dire... En essayant de respecter un peu le linéament historique des choses, que c'était l'opposant le plus farouche au régime Kabila qui a le pouvoir, mais c'est encore Kabila, une fois parti, qui tire les ficelles, alors qu'on pense avoir un changement définitif et un opposant qui est, supposé faire la politique différemment, qui est supposé avoir une conception de l'État totalement aux antipodes de ce que M. Kabila pouvait avoir, mais on a ici un schéma dans lequel, finalement, le président de la République et tout le système institutionnel qui l'entoure sont encore tenus d'une main forte par le régime sortant. Alors, avec une équation comme ça, c'est très difficile, c'est la quadrature du cercle pour le président. À un moment donné, il faut équarrir le système et trouver ses marques propres. C'est ce qu'ils sont en train de faire, avec des moyens qui ne sont pas nécessairement les plus élégants, mais au moins ils ont l'efficacité politique. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être président de la République avec les 2 mains enchaînées au passé. Ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas le faire. Donc c'est la raison pour laquelle, quelque part, les crises à répétition que connaît actuellement la RDC sont des crises salutaires. Maintenant, quel est le backup? Qu'est-ce qui donne les soutènements qui garantissent que le système ne va pas s'écrouler parce que les autres vont se venger d'avoir été finalement expurgés? Ça, c'est encore autre chose. Mais il ne faut pas qu'on se perde en conjecture et qu'on fasse de mauvais procès à des hommes politiques, par ailleurs tout à fait patriotes. Parce que je suppose que les kabilistes du FCC sont assez patriote. Et vous l'avez dit tout à l'heure, maître, après, il faut souligner qu'après la présidente de l'Assemblée nationale, il y a également le Premier ministre et ensuite le président du Sénat. Est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi va aussi s'en sortir facilement? Bon, en tout cas, il n'est pas sûr que les autres qui sont devenus maintenant des ennemis déclarés lui facilitent le travail. Ils vont savonner la pente à chaque fois. Mais comment est-ce qu'on est président si on n'a pas au minimum quelques attributs de souveraineté? Comment on est président? C'est ça le problème. Alors à quoi sert d'avoir élu quelqu'un si c'est pour avoir à sa place celui qui devait être sorti? À quoi ça sert? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire si encore, parce que c'est là où ça devient une pure escroquerie, à la fois intellectuelle et psychologique. On explique au peuple. On peut comprendre dans le cadre d'une succession. Vous voyez, les gens d'un même parti, parce qu'ils ont un empêchement constitutionnel à se représenter, passent la main à quelqu'un d'autre dans le même parti. On a la tête qui a changé, mais le corps reste le même. On a réussi à avoir une majorité parlementaire qui va soutenir l'exécutif, et c'est les mêmes, d'accord? Bon. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est l'opposition dont on nous dit qu'elle a gagné, mais
c'est le pouvoir majoritaire sortant qui continue d'être aux affaires, Voilà. qui tient le Sénat, l'Assemblée nationale et encore la primature. Donc le président, c'est quoi? C'est une fanfreluche. Voilà. Et qu'est-ce qu'on reproche, maître, aujourd'hui à Alexis Tambwe-Mwamba? Écoutez, je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais de ce qu'on a appris, c'est qu'il lui est reproché d'avoir détourné de l'argent qui s'est retrouvé par ailleurs en liquide chez lui. Bon, quand on est président du Sénat, on n'est pas censé trimballer des valises de billets qui représentent des deniers publics destinés au fonctionnement du Sénat. Non. Donc il faut aussi que là-dessus, on arrête de crier au procès politique. Si ces comportements-là existent partout ailleurs, pas uniquement en RDC, il faut les combattre avec énergie, parce que on n'est pas censé, quand on est ministre, homme d'État, avoir l'argent public en espèces chez soi. Non. Donc il dit qu'il l'a restitué au Sénat. Non. Mais écoutez, le débat serait clos s'il nous apporte la décharge de la questure du Sénat qui a reçu l'argent de ses mains. Bon, au moins le péché ne deviendra que véniel, on n'en parlera plus. Mais à défaut de ça, il ne peut pas venir dire qu'on lui fait un procès politique. Et il le dit, ce cas aussi peut se présenter, maître, pour pouvoir avoir les coups des franches. Il faut dire que le président Félix Tshisekedi aussi peut jouer le jeu. Jouer quel jeu? C'est-à-dire qu'aller à l'encontre de... Il l'a fait avec la présidente de l'Assemblée nationale, il l'a fait avec le Premier ministre, il le fait également avec le président du Sénat. Vous ne pensez pas qu'il trouve à chaque fois des alibis pour écarter Joseph Kabila en douceur? Attendez, ce n'est pas un alibi. Quand on a un président de Sénat qui est poursuivi, enfin en tout cas pour l'instant, il est en train d'instruire un dossier pour une motion de censure. Bon, on a demandé l'autorisation d'engager les poursuites et cette autorisation a été donnée. S'il n'y avait pas de fait, on dit, donnez-moi les faits, je vous donnerai le droit. S'il n'y avait pas de fait, il n'y avait pas de matière à poursuivre. C'est pour ça que je dis, la montagne accouchera d'une souris s'il apporte la preuve de la décharge des 2 millions de dollars et du million 2 millions d'euros et du million de dollars qu'on prétend qu'il a détourné. S'il apporte la décharge et que la questure a signé, on dit on a reçu, c'est fini. Le débat est clos. Donc, il faut chercher autre chose. Selon vous, quelle est aujourd'hui la position réelle de l'ancien président Joseph Kabila? Ah, ça, je ne sais pas. Écoutez, c'est un sphinx. Il ne dit rien. Il parlait déjà très peu quand il était aux affaires. C'est pas maintenant qu'il est sorti, apparemment, qu'il va se mettre à faire des déclarations. Et notamment, pas de ses intentions en tout cas. Il agit, et puis c'est tout. Et on constate qu'il a agi. Mais c'est pas quelqu'un qui annonce. Il n'a jamais été dans l'effet d'annonce, M. Kabila. Et ces éléments sont dans la tourmente. C'est indubitablement lui qui est dans la tourmente. Écoutez, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il devrait jouir paisiblement de sa retraite. Voyez-vous, la semaine dernière, on a enterré Rawlins. Rawlins a joui d'une retraite tellement paisible et tellement douce que parfois il faisait peur dans sa retraite à ceux qui sont là. Il lui suffisait d'aller au marché et l'acclamation qui lui est réservée faisait peur à ceux qui sont là. Ça peut lui donner envie de revenir. Mais jamais il n'a exprimé aucune velléité de retour aux affaires. Au même âge que Rawlins prenait sa retraite, Kabila, encore plus jeune, devrait prendre de la graine et rester tranquille dans sa ferme. Pourquoi faut-il nécessairement qu'il soit dans la tourmente parce que ces hommes sont dans la tourmente? Mais non, si ces hommes sont dans la tourmente, ils l'auront cherché. Vous pensez que ce qui se passe actuellement va pouvoir assainir la vie politique de la RDC et surtout l'Assemblée nationale, le Sénat? On voit des scènes pas possibles, ubuesques. Voilà. Oui, mais ça n'assainit pas. Mais si on ne commence pas par désinfecter, ça va être plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, c'est Nice qui disait ça, il dit il faut parfois un grand malheur pour un grand bienfait. Donc oui, faut accepter. On va passer donc à la Côte d'Ivoire. Les élections législatives, c'est le 6 mars plutôt prochain. Est-ce que vous pensez que l'opposition divisée, il faut le préciser, en Côte d'Ivoire, va pouvoir résister face au RHDP bien implanté? Votre
La réponse est contenue dans votre question. L'opposition divisée. Oui. Une opposition divisée est nécessairement affaiblie. Et dans le contexte ivoirien, aujourd'hui, vu l'implantation et la solidité de l'implantation du RHDP, ça sera difficile, si l'opposition s'émiette devant le RHDP, que l'opposition gagne. Sauf dans certains fiefs qui sont acquis à des membres de l'opposition de façon inexpugnable. Le jeu politique ordinaire fera que, bon, mais on n'a pas besoin de faire de probabilité. Ça, c'est de la mathématique pure. On est dans l'arithmétique profonde. Vous arrivez séparés devant quelqu'un qui a constitué un bloc monolithique, vous allez vous émietter, c'est tout. Et maître, vous qui maîtrisez aussi la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui empêche l'opposition ivoirienne d'être unie? La guerre des égos, l'inconscience, et la mauvaise lecture des enjeux du moment et du futur. Et à chaque fois, bon, mais le tâtonnement politicien. Parce que, écoutez, c'est simple. Il faut savoir ce qu'on veut, d'abord, avant de savoir comment y arriver. Est-ce que ces gens savent exactement ce qu'ils veulent? À part que Ouattara s'en aille. Ils sont d'accord sur rien. Mais Ouattara, il est là, il a été confirmé dans son siège présidentiel pour 5 nouvelles années. Et il travaille à avoir tous les rouages à sa manœuvre pour pouvoir dérouler son agenda politique. Bon, l'opposition est en perdition, on ne sait pas vraiment qui est la tête véritable de l'opposition, ça change tout le temps. Bon, on prend un vieillard, Kakoshim, pour dire que c'est lui, et puis finalement, bon, c'est pas complètement lui, parce que, bon, il y a des forces en présence qui essayent de contester son autorité morale. Bon, avec tout ça, ben, Ouattara, il avance. Le président actuel, vous l'avez dit, Ouattara, il peut également tirer les ficelles. Mais comment? Attendez. Là, il ne fait pas que tirer les ficelles. Écoutez, non, là, il a tout intérêt à ce qu'on ait un Parlement qui lui soit acquis. C'est pas, là, il ne faut pas faire semblant. Hein. Voilà. Il y va à fond, il est le patron du RHDP, et il met tous les moyens du RHDP pour gagner ces élections, c'est tout. Tous les moyens, y compris les moyens d'État. Pas que du RHDP, y compris les moyens d'État, pour gagner les élections législatives. Écoutez, c'est clair, il serait un amateur dangereux pour lui-même s'il ne faisait pas au minimum ça. Même étant divisé, selon vous, quelles sont les chances de l'opposition de pouvoir aussi arriver à avoir quelques sièges au niveau de l'hémicycle? L'opposition en aura certainement. Bon, mais bon, même dans quelle proportion, ça on ne peut pas, on peut pas dire. Il ne faut pas faire de pronostic. J'ai pas non plus des éléments de sondage à ma disposition pour pouvoir juger. Mais dans tous les cas, il y aura des parlementaires de l'opposition qui seront élus. Mais il est fort à parier que la majorité leur échappe. Et on dit souvent aussi que la politique ivoirienne est plus axée sur les débats de clans, d'ethnie et autres. Vous pensez que l'opposition peut avoir des voix au sud, à l'ouest, à l'est de la Côte d'Ivoire? Comme elle a toujours fait. Comme elle a toujours fait. Non, mettons-nous d'accord sur une chose. Le vote ethnico-claniste, c'est vrai, c'est une réalité, pas qu'en Côte d'Ivoire. Dans toute l'Afrique, c'est le problème principal. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains régimes, on exige des partis qu'ils aient de véritables ancrages. Mais partout. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, au Bénin, on demande les parrainages, etc. Oui, ça en fait partie. Il faut qu'on construise des démocraties solides, pas basées sur les ethnies, parce que les partis de cousins et de membres de clans, ça suffit, ça fait pas des partis démocratiques. Voyez-vous? Et ça, c'est un problème qu'il faut régler. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a eu parfois le vote clanique, mais il n'est pas vrai tout le temps. Écoutez, dans le FPI de Laurent Gbagbo, première mouture, il y avait beaucoup de députés qui ne sont pas Bété, qui ne sont pas Annie, qui ne sont pas Adjoukrou, etc. Il y en avait qui étaient Sénoufo,
et de toutes les régions du Nord. D'ailleurs, le premier président de l'Assemblée nationale de Gbagbo, FPI, c'est Mamadou Coulibaly. C'était Mamadou Coulibaly. Bon, son premier ministre des Affaires étrangères était aussi Aboudraman Sangaré, était quelqu'un du Nord. Donc, il faut qu'on arrête ça. Houphouët-Boigny n'avait jamais fait ça. Voilà. Et vous, sous Houphouët-Boigny, les grands caciques du PDCI étaient partout. Ils venaient de partout sur le territoire. C'est maintenant qu'on a un pouvoir djoula. On n'avait jamais eu ça avant. Il faut le dire. C'est maintenant qu'on a un pouvoir djoula en Côte d'Ivoire. Et ça pose problème. Mais au niveau des élections, bon, de temps en temps, il arrive que dans des fiefs supposés djoula, il y ait des gens qui ne sont pas djoula qui gagnent les élections. Donc, qu'on arrête ça. On prend parti par parti. Vous avez parlé tout à l'heure du FPI pro-Gbagbo, qu'on appelle les GOR. Il faut dire que c'est un parti divisé aujourd'hui. Quelles sont les chances du FPI pro-Gbagbo d'avoir des sièges au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, forcément, nécessairement, ils auront quelques sièges. Ça, ils ont quand même dans certains fiefs de l'implantation solide et, je crois, un électorat tout à fait fiable. Donc, bon, mais entre les GOR et les pro-AFI, bon, qui soupçonnent AFI d'avoir complètement viré la Sakuti et d'être parti avec armes et bagages dans la majorité présidentielle, forcément, il y aura beaucoup de casse. Il y aura beaucoup d'éclopés politiques. Bon, maintenant, écoutez, il faut que les partis aussi fassent l'expérience de l'opposition pour se renforcer. Et l'appétit de la reconquête de pouvoir donne parfois des résultats très positifs au niveau des idées, au niveau du raffinement de l'idéologie politique. C'est pas plus mal. Et le PDCI, le COJEC et autres, les chances de ces partis? Forcément, des chances de trouver des miettes à ramasser. Oui. Mais le gros morceau... Et des miettes qui arrangent forcément le parti au pouvoir. Comment? Bien entendu. Mais à sa place, je mettrai tous les moyens techniques, scientifiques pour y arriver absolument. Oui, on passe donc à la Russie. Sans grande surprise, l'avenir d'Alexeï Navalny passera par la case de prison. Au terme d'une longue journée d'audience, le tribunal de Moscou l'a condamné mardi à 3 ans et demi de détention. Ne sois pas triste, tout ira bien, a-t-il lancé à son épouse. Il faut dire que c'est finalement un opposant farouche au régime de Moscou. Qu'est-ce qu'on reproche à Navalny? D'être opposant et d'avoir l'outrecuidance de s'attaquer à une dictature qui est unique dans son genre aujourd'hui. La dictature de M. Poutine est une dictature qui n'a pas toutes les pudeurs de l'Occident. Parce que en réalité, ce que pense l'Occident, Poutine s'en fiche littéralement. Il s'en fiche comme de sa première chaussette, ou de sa première ceinture de judo, vous voyez. Écoutez, attendre de quelqu'un qui a été pendant longtemps, enfin, qui a été formé au KGB, qui a été longtemps patron du KGB, c'est-à-dire que, en fait, lui, il a une mentalité et une psychologie de guerre froide. C'est-à-dire que tout le temps, il a travaillé contre l'Occident. Et la guerre froide, c'était ça. C'était ou bien les communistes avec le KGB ou les Occidentaux avec la CIA. Voilà. Bon, il a combattu ça tout le temps. Voilà qu'il y a un opposant qui se réclame de ce bord, qui proclame qu'il veut faire une démocratie ou créer un modèle démocratique qui soit d'inspiration occidentale. Tout dans les fibres de Poutine sont rebelles à ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle il ne veut absolument pas. C'est pas tellement parce qu'il est son opposant, il en a d'autres. Mais il ne leur a pas fait subir ça, toujours. Mais celui-là, il a l'outrecuidance de venir dire que lui, voilà comment il conçoit la société, etc. Et c'est pour ça que il le brime avec un cynisme qui fait peur. Parce que, l'empoisonnement, tout le monde est d'accord, c'est pas venu d'un fait fortuit. On n'aura jamais la preuve que Poutine a mis le poison, mais on a déjà vu faire. C'est des méthodes du KGB. C'est des méthodes du KGB. Donc, avec un patron du KGB au pouvoir, les méthodes du KGB sont
enfin, en la vie dure, quoi. Donc, Oui. bon, il y a d'autres opposants qui ont fait les frais autrement. Oui. Bon, mais Navalny, il a une popularité et il a un charisme qui fait que, bon, c'est difficile de l'avoir par les moyens brutaux, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est à peu près ça. Il vient de sortir de convalescence. On lui reproche même sa convalescence, voyez-vous. C'est-à-dire que bon, vous l'avez rendu malade, il était convalescent quelque part pour retrouver la vie, et vous lui reprochez, en fait, du coup, d'avoir essayé de se faire soigner en dehors de la Russie. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté au contrôle judiciaire. Donc on lui reproche d'avoir violé le contrôle judiciaire. C'est kafkaïen. Mais c'est poutinien. C'est Poutine, voilà. Son arrivée et surtout sa détention ont été rythmées par des marches de protestation. Est-ce que ces marches, c'est l'expression de, si on peut le dire, de la fatigue de cette population toujours opprimée, autrement, il faut le préciser, par le régime de Moscou? Oui, parce que les partisans de Navalny en ont marre, bon, comme une grande majorité de la population. Mais paradoxalement, Poutine a une certaine popularité. Voyez-vous, ça c'est quand même la chose la plus curieuse en démocratie. C'est pas nécessairement le plus sympathique qui est le plus efficace. C'est pas nécessairement parce que vous avez l'air gentil que le pouvoir vous sied. Voilà. Il y a des gens qui aiment le pouvoir fort, et Poutine représente le pouvoir fort. Et dans l'âme slave, ils n'ont pas envie d'avoir des chefs qui s'aplatissent devant les Trump et les Joe Biden, etc., ou la Commission européenne. Ils veulent des gens qui disent à ces gens-là, écoutez, allez vous faire voir, nous sommes chez nous ici, et pour l'avantage aussi, pour l'avantage de la multipolarité qui est indispensable en matière de politique internationale. Il vaut mieux qu'il y ait pas d'uniformité du tout, parce que bon, sinon, voyez-vous, il suffit que les États-Unis décident de sanctionner un pays comme l'Iran ou la Corée pour que bon, il y ait personne pour s'opposer. Voilà. Donc, si il s'oppose à ce que fait Poutine, il faut bien qu'il y ait des Poutines pour s'opposer aussi à certains abus des États-Unis, parce qu'ils en commettent beaucoup. Il faut bien le dire. En ce moment, ce qui se passe en Israël, en Palestine, en Irak, il faut bien qu'il y ait des gens qui disent attention, non, on ne va pas vous laisser faire tout le temps. Et il faut qu'il y ait des gens qui disent si vous touchez à l'Iran, vous verrez ce qui va se passer. Sinon, voilà, c'est pour ça qu'ils aiment Poutine, parce qu'il a cette espèce de niaque, quoi, cette robustesse qui fait peur à l'Occident, et qui fait qu'au moins il les craint pour quelque chose. C'est pour ça qu'il a une grande popularité chez lui. Et il y a beaucoup de Russes qui détestent Navalny, mais viscéralement. Pas parce que le gars leur a fait quelque chose, mais parce qu'il attaque un pouvoir dans lequel ils trouvent leur salut et qui leur restaure l'image de la grande Russie mythique d'avant même les bolcheviks. Donc ils en sont encore là. Donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que bon, je vois pas trop qui pourra aller au secours de Navalny. Les jérémiades de l'Union européenne, mettons-nous d'accord, Poutine s'en fiche comme d'une guigne. Et on parle également de Yulia, sa femme, c'est-à-dire la femme de Navalny, qui est un soutien mordicus pour l'opposant russe. C'est son époux. Au moins, on peut espérer, quand on est opposant, d'avoir conquis au minimum le suffrage de son épouse. Donc oui, ça c'est le minimum. Mais bon, elle est dans son rôle de passionnariat, complètement éplorée par ce qui arrive à son mari. Et bon, c'est tout à fait logique qu'elle le défende avec cette passion. Et on dit qu'elle joue aussi un rôle sur le terrain politique pour son mari. Bien entendu, oui. Écoutez, vous ne pouvez pas vous lancer dans une aventure comme ça en solitaire. Il faut qu'il y ait des gens qui vous soutiennent, et il faut qu'il y ait des gens qui sont fiables et indéfectibles. Une épouse peut l'être, et quand c'est le cas, c'est plutôt heureux. Pour un opposant comme Navalny, qui a passé beaucoup de moments difficiles, qu'est-ce qui explique, maître, sa détermination? Moi, j'aime, en fait, le panache avec lequel il s'oppose. Même emprisonné sous des prétextes les plus abjects, les plus ignobles, il a encore le courage de dire « n'aie pas peur, ne crains rien » et rassure ceux qui sont dehors en train de le plaindre. Vous voyez, ça, c'est ce qui fait les grands
les grands politiciens, les grands... C'est-à-dire, il est prêt à subir tout ce qu'il faut, mais il est déterminé pour une cause. Et il faut espérer qu'il gagne. Parce que, bon, on le dit, après avoir fait toutes ces analyses, oui, il faut que quelqu'un comme Navalny, un jour, dirige la Russie pour qu'on voit ce que c'est et quelle différence ça va faire. Parce que si c'est toujours la Russie des puissants oligarques, d'après le régime communiste, on n'est pas sorti d'affaire, on n'a pas gagné grand-chose, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que si c'était l'oppression d'un régime contre des populations, et maintenant c'est l'oppression d'une oligarchie contre une population complètement désespérée, on n'a pas gagné grand-chose à instaurer une démocratie multipartite. Il faut qu'un parti d'opposition gagne en Russie pour qu'on éprouve véritablement la démocratie. Gorbatchev a été battu, enfin, il n'était pas candidat, mais il a permis que des gens comme Boris Yeltsin soient élus, et au fur et à mesure, on a vu comment ça a évolué. Donc voilà, c'est tout. On est sorti d'un système monopartite à un système multipartite, mais depuis lors, c'est toujours du même camp que vient la victoire. Il faut que ça aille de l'autre côté aussi, pour qu'on voit de quoi ils sont capables et ce qu'ils peuvent proposer comme autre visage de la Russie. Voilà. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci. C'est un plaisir. On va marquer une petite pause, le journal, et on revient pour Regard Croisé.